contrairement à ce que certains me disent, je ne suis pas si connu que ça. J'ai écrit un livre qui nous a plu, qui nous a vraiment fait du bien. C'est un livre sur les pesticides, c'était il y a presque 10 ans maintenant. Et on était très contents, l'un comme l'autre, je crois, d'avoir fait ce bouquin. Ensuite, j'ai fait d'autres livres sur la viande industrielle, un qui s'appelait Bidoche. J'ai écrit un livre sur les biocarburants. Donc c'est à nouveau l'agriculture industrielle. J'ai écrit un livre récemment dont le titre dit à peu près tout, c'est Lettre ouverte à un paysan sur le vaste merdier qui est devenu l'agriculture, pardonnez-moi. Et donc voilà, donc je m'intéresse vraiment de près à ces questions-là depuis longtemps. Et moi, ce que je me propose de faire, c'est plutôt une causerie davantage qu'une conférence stricto sensu. C'est une affaire compliquée. Je vais essayer de vous décrire comment je vois ce processus qui a conduit finalement d'une civilisation paysanne, qui avait ses bons et ses mauvais côtés, comme vous le savez. Je ne vous dirai jamais que la civilisation paysanne c'était le merveille pour tout le monde, non pas, mais c'était une civilisation, elle était stable. Et comment on est passé d'une civilisation relativement stable à ce qu'on connaît aujourd'hui, à ce que vous connaissez si bien aujourd'hui, c'est-à-dire l'industrialisation totale de l'agriculture, avec des projets aussi délirants que celui que nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire la ferme des 1000 vaches. Donc c'est quelque chose de fracassant. Il faut comprendre d'emblée que c'est une rupture dans l'histoire de notre monde, de notre pays en tout cas. C'est une rupture très puissante, très radicale. Et en préambule, je cite souvent cet homme, et il faut dire que j'ai beaucoup d'estime et même d'admiration pour lui. Je cite souvent la personnalité d'un de nos grands historiens, Fernand Braudel, qui était né en 1906, je crois, et qui peut-être en 1904. En tout cas, il est mort en 1986. Et Braudel, qui est un de nos plus grands historiens, s'était beaucoup intéressé à la question paysanne. C'était un spécialiste de ce qu'on appelle chez l'historien un spécialiste du temps long des sociétés humaines. Et cet homme qui est originaire de la Meuse, et la Meuse c'est le territoire de Verdun, donc c'est un territoire qui a été extraordinairement malmené par la guerre de 14. Donc Braudel avait connu la guerre de 14 en tant qu'enfant, et il avait connu adulte la Seconde Guerre mondiale. Il a été fait prisonnier, il a connu donc ces grands désastres humains qui sont les guerres. Et malgré cela, dans un livre posthume qui est apparu un an après sa mort, en 1986, Braudel parle de la fin de la civilisation paysanne en France, et il dit, avec des mots que j'ai retenus par cœur, mais il dit avec des mots très forts, il dit qu'au fond, la disparition de la civilisation paysanne, c'est le spectacle le plus étonnant, le plus extraordinaire qu'il ait vu dans sa vie. Lui, qui avait vu de près 2 guerres mondiales, eh bien, ce n'était pas la guerre qui restait pour lui le phénomène primordial, c'était au contraire la disparition du monde paysan. Et il ajoutait que, ce qu'il avait constaté par lui-même, que les paysans avaient quitté la scène, avaient quitté leur territoire, avaient quitté leur ferme, quitté leur champ, comme une armée en déroute qui en débandade, qui ne s'arrête plus, qui file dans l'air, fuyant un ennemi, en l'occurrence un ennemi assez invisible, mais il comparait explicitement les paysans, nos paysans, à une armée en déroute. Et au fond, si je vous dis ça, c'est parce que moi je me sens en accord profond avec ces paroles de Fernand Braudel. En effet, on a assisté à une guerre, une sorte de guerre civile qui ne disait pas son nom, mais qui a provoqué la disparition plus pure et simple des paysans. Je vous rappelle que dans la France de 1945, c'est-à-dire il y avait à l'époque 10 millions, il y avait à peu près 40 millions d'habitants, eh bien il y avait au moins 10 millions d'actifs, 10 millions, je dis bien d'actifs, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être 40-45% de gens travaillants qui travaillaient dans nos campagnes. Et dans la France de 2016, où il y a 66 millions d'habitants environ, donc c'est beaucoup plus, il reste peut-être 500 000 exploitants agricoles. Je dis exploitants agricoles à dessein, parce qu'on ne peut plus décemment, à mon sens, parler de paysans, parce que le mot paysan, qui est un mot magnifique, renvoie à des usages de la terre qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il est plus juste de parler d'exploitants agricoles. En tout cas, il en reste probablement autour de 500 000. Donc, il s'est passé un phénomène fulgurant, et c'est un peu de ça que je souhaitais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette fin du monde des paysans? Qu'est-ce qui explique ces phénomènes d'industrialisation lourde d'une activité qui n'était par définition pas industrielle?
Alors, j'aimerais commencer peut-être par évoquer, je vais essayer parce que c'est une histoire complexe, tumultueuse, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de dates, et je vais essayer de ne pas vous noyer dans tout cela, parce que ça ne serait pas très utile au fond. Donc je vais essayer de me concentrer sur quelques événements et quelques personnages qui finalement, je l'espère, vous permettront de comprendre ce qui s'est passé, en tout cas d'approcher ce phénomène extraordinaire. La première chose qui me vient à l'esprit, moi, c'est les abattoirs de Chicago. Chicago, grande ville industrielle américaine. Les abattoirs de Chicago qui naissent très grossièrement vers 1850, hein, il y a 160 ans environ. Ces abattoirs, c'est une révolution technique incroyable, absolument incroyable, qui va fasciner le monde entier. Bien sûr, les agriculteurs américains, mais le monde entier. Pourquoi? Parce que brusquement, on tue et on découpe de façon industrielle les animaux, de manière industrielle, avec des résultats de productivité qui sont stupéfiants, absolument stupéfiants. Je ne me souviens pas exactement des chiffres, mais je crois me souvenir qu'on arrive à tuer un bœuf en 8 secondes, ce qui est absolument inimaginable à l'époque. À l'époque, c'est toute une affaire de venir à bout d'un bœuf qui est un gros animal. Les abattoirs de Chicago, c'est d'emblée la démesure industrielle. Un de nos écrivains de la fin du XIXe siècle, qui a été très connu, il était académicien, aujourd'hui plus personne ne le lit, mais Paul Bourget, qui a fait un voyage d'agrément aux États-Unis d'Amérique à cette époque, il est revenu à la fin du XIXe siècle, je crois que le livre Outre-mer date de 1893, et il décrit à sa manière, d'une manière tout à fait étonnante et prenante, les abattoirs de Chicago. Il raconte comment les animaux, et c'est une grande première mondiale, ça n'a jamais existé dans l'histoire des hommes, comment les animaux arrivent et sont attachés par les pieds par une chaîne d'acier, roulent, glissent le long d'un rail qui est pendu au plafond, arrivent devant des postes de travail où se trouvent des bouchers, on va dire, des hommes armés de couteaux, de coutelas, toutes sortes, qui découpent morceau par morceau ces bêtes qui viennent d'être tuées. Peut-être ça ne vous évoque rien, mais moi je vous dis, c'est une révolution totale qui a inspiré, figurez-vous, et ça c'est très documenté, ce que je vous dis est certain, qui a inspiré très largement, très directement, la grande aventure industrielle qui commence avec Henry Ford. Henry Ford, c'est l'homme, c'est une sorte de génie, on va dire, du moteur et de l'automobile. C'est un des pionniers de l'automobile. À l'extrême fin du XIXe siècle, Ford bricole, comme tous ses collègues de l'époque, il bricole des moteurs dans un atelier au fin fond d'une banlieue américaine. Et il continue son travail pendant des années, en amateur éclairé, certes, mais en amateur. Et un jour, un de ses ingénieurs, on a gardé le nom de cet homme, il s'appelle William Clan, il va visiter les abattoirs de Chicago et il a une illumination parce qu'il voit comment on découpe en morceaux les animaux de ces abattoirs de Chicago, et il se dit, mais bon Dieu, si on découpe les animaux de cette façon, avec une efficacité aussi grande, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, dans nos petits ateliers automobiles, faire l'inverse exactement, c'est-à-dire partir des morceaux d'une automobile pour construire une automobile entière, et tout ça réglé de manière industrielle, comme une horloge. Il a cette illumination, il ne convainc pas immédiatement Henry Ford, qui a d'autres soucis en tête, mais finalement Ford s'y met. Il met un groupe d'ouvriers à travailler sur des châssis de voitures, en utilisant et en les inversant les méthodes industrielles des abattoirs de Chicago, et brusquement, en quelques semaines seulement, il y a une augmentation de la productivité au travail automobile de 300%. Et c'est le début, au fond, de la chaîne automobile, et c'est le début de ce processus qui va nous mener jusqu'à aujourd'hui, qui est le processus industriel qu'on voit à l'œuvre dans quantité d'industries, dans quantité de process industriels. Et si je vous dis tout ça, c'est pour que vous compreniez bien que, au fond, la destruction, la tuerie des animaux dans l'univers industriel à Chicago a inspiré profondément, en profondeur, l'univers industriel de l'automobile pour commencer, mais l'univers industriel d'une façon générale. Donc c'est très troublant de penser qu'au fond, l'agriculture au sens industriel a été précurseur dans ce domaine général de l'industrialisation du monde.
Alors, je saute du coq à l'âne, si vous me permettez, je sors du territoire américain et je vais vous parler de la France, parce que il faut, je vous le redirai, mais il faut faire très attention à éviter ce qu'on appelle un anachronisme, c'est-à-dire qu'il faut éviter de juger les événements du passé en fonction de ce qu'on sait aujourd'hui. C'est plus facile, c'est vrai, mais c'est pas très, comment dire, très efficace, parce que dans les époques passées, on pensait ce qu'on pensait à l'époque et pas aujourd'hui, et pas la même chose évidemment qu'aujourd'hui. Alors, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, les ravageurs de récolte, François qui est là, on sait beaucoup sur le sujet, les ravageurs de récolte, c'était véritablement des ennemis, en fait, des ennemis de l'homme, des ennemis de l'humanité, parce que ça boulotait, que ce soit des champignons, que ce soit des petites souris, que ce soit des insectes, des coléoptères, tout ça, c'était classé dans l'univers des ravageurs de récolte, et en fait, ça amoindrissait parfois de manière considérable la production agricole, et c'était un problème considérable, absolument considérable, avec déjà à l'époque une augmentation de la population humaine, avec une productivité agricole qui avait tendance à stagner, et beaucoup de spécialistes, beaucoup d'agronomes de l'époque se posaient la question de savoir comment limiter la casse, comment faire en sorte que les ravageurs de récolte boulottent moins de blé ou de pommes de terre. Et l'exemple qui me vient en tête, c'est un mec fantastique qui s'appelait Jean Feytaud, il est mort. Jean Feytaud, c'est un agronome à l'ancienne. Aujourd'hui, on le qualifierait volontiers de bio, disons. C'est un homme qui cherchait vraiment des solutions pour limiter la prolifération de ravageurs dans les récoltes françaises. Et en 1914, à l'été 1914, c'est-à-dire au moment même où commence ce funeste conflit mondial qui a ensanglanté l'Europe, Jean Feytaud, il passe son été dans le vignoble d'Oléron, de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, c'est pas immensément grand. Le vignoble de l'île d'Oléron, c'est encore moins grand. Et il y a un petit insecte, je crois me souvenir que c'est l'oturin, qui est de la vigne, un petit insecte qui boulotte les feuilles de la vigne et qui entraîne des pertes de récolte tout à fait considérables. Jean Feytaud, il est bio avant l'heure, c'est-à-dire il imagine des méthodes douces, on va dire. Il imagine de mettre des hérissons dans ses vignobles, et il imagine une autre méthode. Il mobilise, je crois me souvenir, une centaine de cantonniers. Je ne sais pas comment il arrive à réunir une centaine de personnes qui vont se balader la nuit avec des lanternes. Pourquoi la nuit? Parce que c'est à ce moment-là de la journée que ces oturins, que ces insectes qui boulottent la vigne sortent. Avec des lanternes, ces 100 personnes réparties dans le vignoble d'Oléron réussissent à capturer, de mémoire, je vous dirais, 100 tonnes d'oturins, ce qui est colossal. C'est peut-être 1 million d'insectes, c'est vraiment très impressionnant. Donc d'un côté, c'est une réussite sur le plan du nombre d'insectes capturés, et de l'autre, c'est un échec, car l'oturin qui est toujours là et recommence sa course comme si de rien n'était peu après. Donc c'est un échec. Or, c'est un échec cuisant parce qu'il avait choisi Feytaud, le vignoble d'Oléron, parce que c'était limité, c'était une surface limitée, et qu'il espérait de la sorte montrer qu'avec des méthodes douces, on pouvait venir à bout d'un insecte comme le turin. Donc c'est une merveilleux exemple, sauf qu'il montre l'impuissance des agronomes de l'époque pour faire face à des ravageurs comme le turin. Et l'époque ça c'est à la limite anecdotique, mais l'époque est très dure, figurez-vous, parce qu'il y a un coléoptère qui est arrivé avec les soldats américains en 1917, qui s'appelle le Doryphore, dont un grand nombre d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc le Doryphore, c'est un coléoptère qui se répand à partir de Bordeaux, qui est un port où avaient débarqué des soldats américains à partir de 1917. Ça se répand, or le Doryphore boulotte des feuilles de pommes de terre. La pomme de terre est déjà à cette époque une base de l'alimentation nationale. Je crois me souvenir qu'en 1930 à peu près, il y a 1 500 000 hectares qui sont cultivés avec de la pomme de terre. C'est la base de l'alimentation nationale. Or, le coléoptère, le Doryphore, fait des ravages qui sont progressivement considérés comme insupportables par les agronomes, par les paysans, par tout le monde. Et donc la question, c'est comment faire? Eh bien, on cherche et on ne trouve pas. C'est-à-dire que la guerre arrive là-dessus. Peut-être certains d'entre vous se souviennent qu'on appelait les Allemands, dans certains milieux, on va dire anti-allemands, les Doryphores, parce qu'ils mangeaient tout ce qui pouvait exister en France au travers de la collaboration économique. Et donc,
échec patent, les pommes de terre de France continuent à être boulotées de manière extraordinaire par les dorifores. Troisième personnage auquel je pense, qui est un personnage tout simplement extraordinaire. C'est un personnage noir d'un certain côté, mais vous allez comprendre que c'est pas aussi simple que ça quand même. C'est aussi un agronome qui s'appelle Fernand Villaume. Et Fernand Villaume, il est lui aussi obsédé par la nécessité de trouver des solutions à la prolifération de ravageurs dans les récoltes françaises. Et lui, il publie des guides techniques, il est pointu, extrêmement volontaire, il est dynamique. Et cet homme, lui, il choisit une autre voie. Il choisit la voie de l'industrie. Disons-le franchement, il noue des relations. Il entre chez Péchinet, qui est une grande usine, une grande entreprise de la chimie de l'époque. Et il rêve, au fond, d'utiliser la chimie pour régler leur sort aux ravageurs des récoltes. Là-dessus arrive la guerre, la Seconde Guerre mondiale, et comme par miracle, vraiment comme par miracle, apparaissent, j'entre pas dans les détails qui sont nombreux et un peu complexes, mais dans les laboratoires militaires, souvent, américains, souvent, mais pas seulement, naissent des molécules chimiques extraordinaires, surpuissantes, qu'on n'a jamais vues sur Terre. L'une d'entre elles, cette molécule qui a été découverte en vérité au début ou à la fin du XIXe siècle, mais elle est redécouverte tout à fait à la fin des années 30 et au tout début des années 40. Ça va devenir le DDT. Et je vous parlais d'éviter tout anachronisme. En 1942, quand on découvre que le DDT a des propriétés insecticides extraordinaires, c'est génial. C'est tout simplement génial. Et moi, j'imagine sans peine que j'aurais applaudi à l'apparition de ce produit chimique. Et j'imagine que nombre d'entre vous auraient fait comme moi. C'est génial parce que ça permet en effet de trucider beaucoup d'insectes qui sont très nuisibles du point de vue de l'efficacité agricole. C'est ce DDT, figurez-vous, qui en 1945, quand les Allemands d'un côté et les Russes de l'autre libèrent des camps nazis, des camps de concentration, parfois des camps d'extermination dans d'autres cas, c'est ce DDT qui est appliqué sous forme de poudre et qui permet de sauver des gens qui sont littéralement menacés de mort au travers du typhus, qui est propagé par des animaux, différents animaux, dont le rat. Le DDT permet de sauver des gens menacés de mort par le typhus, qui sont souvent des gens décharnés, qui sont très affaiblis par la détention et les mauvais traitements dans les camps allemands. Vous voyez qu'à cette époque de mon histoire, en 1945, on est pratiquement obligé d'applaudir à la naissance du DDT et d'autres molécules chimiques qui ont elles aussi un effet miraculeux sur l'état des récoltes. C'est à ce moment-là que Fernand Villaume, cet ingénieur agronome que j'avais quitté avant la guerre, salarié de Péchinet, et puis très actif auprès des services de l'État, avec des tas d'idées sur la façon d'utiliser la puissance de l'État pour favoriser l'usage de pesticides modernes, nouveaux et chimiques. Ce Fernand Villaume, qui est un type qui a beaucoup d'imagination, beaucoup d'entre-gens, Fernand Villaume, il crée en 1945 un truc qui s'appelle textuellement « Comité de propagande pour la défense des cultures ». À l'époque, le mot de propagande n'a pas la coloration péjorative qu'il a acquis depuis, et donc il appelle ça officiellement « Comité de propagande pour la défense des cultures ». Et il y a quelque chose de génial dans cette démarche de Villaume, parce que il est autour de lui l'industrie. Il travaille pour l'industrie, pour Péchinet et bientôt pour d'autres groupes industriels. Il arrive à entraîner derrière lui les principaux responsables du ministère de l'Agriculture, des chefs de service du ministère de l'Agriculture, des hauts fonctionnaires français du ministère de l'Agriculture, qui sont séduits par le discours très moderniste de Villaume, qui leur promet la Lune. Il s'appuie notamment sur l'expérimentation du DDT. Il a de bons arguments à servir à ces hauts fonctionnaires de l'agriculture. Il arrive à entraîner des paysans aussi modernistes, ceux qui vont créer la FNSEA, en 47 ou 48. Il arrive à entraîner ceux qui sont en train de créer l'INRA, c'est-à-dire l'Institut national de la recherche agronomique, qui existe toujours, et qui regroupe des agronomes, des techniciens, qui est vraiment le fer de lance
finalement de la recherche agricole aujourd'hui en France. Il arrive à regrouper tous les gens importants dans le domaine de l'agriculture dans une seule et vaste structure, ce comité de propagande dont je vous ai parlé, cette revue extraordinaire qui s'appelle Phytoma. Et au fond, il réunit, on va dire, j'ai vraiment changé la face du monde en France. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous convaincus, et à cette époque de l'histoire, ils sont de bonne foi, à mon avis, c'est-à-dire qu'ils croient sincèrement que la chimie moderne, que la chimie de synthèse va permettre à la France agricole, la France est à terre, c'est-à-dire que la France a faim, il y a des petits cadres jusqu'en 1849, la plupart un très grand nombre des paysans ont des sols en terre battue chez eux, n'ont pas de salle de bain, n'ont pas de toilettes, etc., etc. Donc le monde paysan est très différent de celui qu'on connaît. Évidemment, tous ces gens qui sortent de la guerre et de l'utilisation de la guerre, on leur fait miroiter l'existence de produits nouveaux, chimiques notamment. Comment ont-ils pu douter finalement, puisqu'ils se révèlent dans la réalité très efficaces. Donc, Guillaume crée une structure que moi j'ai qualifiée en son temps de paratotalitaire, ce qui est dans ma bouche une énorme injure, mais je la maintiens parce que paratotalitaire, ça veut dire dans mon esprit que ces gens occupent la quasi-totalité, voire la totalité de tous les postes de décision importants en France, que ce soit dans le domaine de l'agronomie officielle, l'INRA, que ce soit dans le domaine du syndicat agricole qui est déjà dans les dernières années des années 40 une puissance considérable, le ministère de l'Agriculture bien sûr, l'industrie également, et donc on peut dire qu'ils tiennent tous les secteurs avec une idée qui les lie tous, c'est le progrès. C'est-à-dire que l'usage de molécules chimiques, c'est forcément bien, car c'est le progrès, car on invente sans cesse, car les laboratoires, à l'époque on ne se pose aucune des questions qu'aujourd'hui certains se posent sur qu'est-ce que c'est le progrès, où est-ce que ça nous mène, qui tient tout ça, qui dirige, où va-t-on. Ces questions-là ne sont jamais apportées. Il est clair pour tout le monde, parce que c'est une époque d'euphorie relative, on sort de la guerre, on a envie de croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, et de fait, demain, on paraît comme meilleur qu'aujourd'hui. Donc il y a une offensive extraordinaire dans le domaine des engrais et des pesticides, avec des gens responsables qui vont créer des structures dont vous n'avez pas idée, mais j'en cite une, par exemple, qui a lancé l'usage des herbicides en France, c'est le comité de lutte contre les mauvaises herbes, ça s'appelle Columa. Eh bien, le Columa, par exemple, a été présidé et dirigé pendant très longtemps par un directeur général de l'INRA, qui explicitement, il était copain avec Villot, c'est vraiment une seule et même bande, ces gens mangeaient ensemble, faisaient des conférences ensemble, des colloques, des congrès, tous ces gens-là se connaissaient admirablement bien. Ils passaient d'un poste à un autre sans aucune gêne et sans aucun état d'âme. Donc, celui qui a créé le Columa, le comité de lutte contre les mauvaises herbes, c'est un type qui a été directeur de l'INRA, un type à sa manière assez formidable, qui s'appelait Jean Bustaret. Et explicitement, il disait que le Columa devait servir à diffuser chez les paysans des pratiques nouvelles, et notamment l'usage d'herbicides, qui était tellement efficace pour lutter contre la prolifération de mauvaises herbes. Donc, offensive extraordinairement puissante en faveur des engrais et des pesticides, qui va durer. Parallèlement, vous avez des jeunes agronomes, eux aussi, en vérité, si on essaye de dire compte du temps qui a passé, plutôt sympathique à mes yeux. C'est des gens issus de la résistance contre l'occupant nazi. C'est un Raymond Février, qui est un homme dont le père a été ministre du Front Populaire, qui est un homme avec des grosses racines, on va dire humanistes, très humaniste même. Raymond Février, qui est tout jeune, il sort de la guerre, il a 24 ans peut-être. Il va participer à la grande aventure de la naissance de l'INRA. L'INRA est lancée en 1947. Il y a un autre homme qui s'appelle Jacques Poli, qui est aussi un type qui a joué un rôle colossal dans toute l'histoire que je vous raconte, qui aussi lui va devenir un des responsables de l'INRA. Ces gens-là, eux, s'intéressent plutôt aux animaux de ferme, et ils sont fascinés. Je vous ai parlé des abattoirs de Chicago, mais l'Amérique fascine toute cette génération. Ces jeunes agronomes et zootechniciens de l'INRA, les févriers, les polis, vont faire, mais par dizaines, ils vont faire le voyage aux États-Unis entre 1948 et 1960. Ils vont aux États-Unis et ils découvrent un pays de cocagne, parce que aux États-Unis,
il y a des généticiens, il n'y a pas du tout les mêmes limites mentales, psychologiques, voire politiques qui existent en France. Et il y a déjà une pratique de l'élevage industriel. Je vous ai dit, les abattoirs de Chicago, c'est 1850-1860. Vous imaginez, on est 80 ans plus tard, donc il s'est passé énormément de choses. Il y a des livres techniques extraordinaires de génétique animale. En fait, c'est février, c'est poli. Tous ces gens qui vont faire le voyage aux États-Unis reviennent éblouis parce que ils se disent, aux États-Unis, on est en train de vivre une révolution de l'élevage industriel, de l'élevage, et c'est vrai, ils ont totalement raison, c'est absolument vrai. On obtient là-bas des races d'animaux mais prodigieuses, qui donnent à volonté ou presque, semble-t-il, de la viande ou du lait, selon. Et si on suit de très près des préconisations qui figurent dans des livres techniques, il semble acquis qu'on va obtenir des résultats prodigieux en France même. Ces gens reviennent en France avec des livres techniques en anglais qui se précipitent pour faire traduire, et cette connaissance américaine se diffuse massivement dans les milieux techniques. Février et Police, notamment ces deux-là, bien d'autres, vous imaginez, mais ils vont lancer une révolution de l'élevage en France, qui passe par la génétique, qui passe par l'insémination artificielle, qui passe par quantité de méthodes techniques, qui révolutionnent, mais en totalité, l'élevage. Donc d'un côté, Villaume et toutes sortes de gens qui soutiennent à fond, à 100%, comme vous n'imaginez pas, le développement des pesticides et des engrais, et d'autre part, parallèlement, des gens qui pensent que vraiment, la façon de produire des animaux en France, c'est fini, ça ne peut plus durer, il faut que ça change, il faut que ça devienne moderne, il faut que ça avance. Tous ces gens-là ont travaillé ardemment entre disons, on va dire 1948 et 1958, pendant 10 années, soutenus également par ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque des technocrates, c'est-à-dire des gens, pour ceux qui connaissent, des gens comme Jean Monnet ou Jean Fourassier, qui popularisent en France le mot magique de productivité. Il faut savoir que les mots ont une histoire, vous savez, ils naissent, ils se développent, ils sont repris par tout le monde, mais le mot de productivité a été lancé et popularisé. Ce qui change, c'est l'arrivée du général de Gaulle, le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, parce que le général de Gaulle rêve, lui, d'une France extrêmement puissante. Il va lancer la bombe nucléaire dans le désert algérien. Il rêve de surpuissance, il rêve de retrouver une France comme elle a pu exister dans le passé, mais qui n'existe déjà évidemment plus en 1958. En tout cas, il en rêve. Il a autour de lui des jeunes technocrates, un type que certains d'entre vous connaissent de nom, Albin Chalandon par exemple, et quelques autres, qui ont parfaitement entendu le message de Fourassier, de Monnet et de tant d'autres, et qui sont prêts à tout. Ils pensent ils le théorisent, ils l'expliquent dans des textes fondateurs, ils expliquent que l'élevage, par exemple, français, peut devenir un avantage énorme pour la France, et que si on arrive à augmenter massivement la production de viande, notamment bovine, il y a 20 millions de bovins à peu près en France à l'époque, si on arrive à pousser cette production de bovins, on va pouvoir quand même dégager des profits tellement importants qu'on va pouvoir aider à la création en France d'une industrie lourde, parce que la France manque encore à cette époque, 1958, d'une industrie lourde conséquente, notamment dans le domaine de la pétrochimie. Donc il y a une sorte de rêverie qui s'impose à tous, il faut industrialiser, il faut y aller, et là, pour le coup, et contrairement à ce qui s'est passé sur la 4ème République, il y a un accord politique majeur, et tous les acteurs dont je viens de vous parler, tous ces acteurs se retrouvent soutenus, mais massivement par les autorités politiques, ce qui n'était pas exactement le cas sous la 4ème République. Donc surgissent d'autres personnages, évidemment, sous couvert du général de Gaulle. Il y en a deux qui s'imposent, à mon avis, de façon évidente. Il y a d'abord un très jeune patron du syndicat paysan. Vous avez eu à profiter des charmes de la FNSEA dans le coin. Il y a un homme qui s'appelle Michel de Baptiste, qui va être ministre, qui sera ministre dans les années 70 de Raymond Barre. Mais à l'époque, à la fin des années 50, c'est un jeune homme encore. Il est très volontaire, c'est un jeune homme venu du monde catholique. C'est un homme assez sympathique en vérité, je dirais. Il est d'une famille très pauvre, et lui, il a cru tous les appels à la modernisation de l'agriculture, au progrès, à l'eau courante pour tous, aux toilettes. Il y a cru.
Et cet homme, il pousse à la modernisation, au nom de son syndicat, à la modernisation qui signifie la fin des paysans, parce que n'oublions pas que moderniser l'agriculture, ça veut dire faire disparaître par millions les paysans qui sont à la terre à cette époque encore. Et il y a donc cette figure de Michel Novaty, une figure éminente, et sur le plan politique, il y a une autre figure qui vient de mourir il y a quelques mois, qui s'appelle Edgar Pisani, qui est un homme que moi j'ai un peu connu, qui est un homme assez stupéfiant. Edgar Pisani, il a été ministre de l'Agriculture du général de Gaulle, et lui, il était possédé, comme d'autres, comme de Matisse et bien d'autres, il était possédé par l'idée que la France était en retard, était tragiquement en retard, et notamment sur le plan agricole, qu'il fallait dynamiter les vieilles structures agricoles, c'est-à-dire les maquignons sur les foires, tous ces usages anciens lui paraissaient complètement, retardataires, et il avait l'appui de la FNSEA, qui était déjà le syndicat majoritaire de la profession, il avait l'appui de l'INRA, il avait l'appui des grands hauts fonctionnaires du ministère de l'Agriculture, il avait l'appui de l'industrie, il avait véritablement l'appui de tout le monde, et Pisani a pesé tout son poids, qui était grand, pour lancer tous azimuts, à partir du début des années 60, une modernisation, industrialisation de l'agriculture, bien sûr, et également de l'élevage. Il y a eu, je vous passe les détails parce que ce serait trop long, il y a eu des lois majeures qui ont été votées grâce à la présence de Pisani dans le gouvernement de Gaulle, notamment une loi en 1966 qu'on a appelée la loi Poli. Pour ceux qui s'en souviennent, Poli, c'est un des fondateurs de l'INRA. Donc c'est tout, on retrouve toujours les mêmes individus au même carrefour de cette histoire. Et Pisani, pour bien vous faire comprendre de quoi il s'agit avec lui, en février 1965, Pisani fait une tournée triomphale, il y a des images qui ne trompent pas, il est accueilli comme une sorte de héros en Bretagne. La Bretagne de l'époque, c'est un pays qu'on peut juger selon les goûts magnifiques ou disons, je n'ose pas dire en retard, parce que c'est pas du tout ce que je pense, c'est un pays avec des centaines de milliers de kilomètres de talus boisés, avec des petits champs, du bocage, une agriculture qui certes posait des problèmes, qui certes devait être modernisée, mais Pisani arrive en février 1965 et il ne dit pas qu'il faut moderniser, qu'il faut arranger ceci ou arranger cela, il propose de tout dynamiter et il dit textuellement « La Bretagne doit devenir l'atelier à lait et à viande de la France ». Et retenez ce mot parce que atelier, ça renvoie explicitement au domaine industriel. Et Pisani, le programme de Pisani de février 1965 a été totalement accompli. C'est-à-dire que c'est merveilleux de voir comment l'idée, la vision qu'avait cet homme politique et ses alliés qui existaient, comment cette vision a pu entrer dans la réalité de la Bretagne jusqu'à nos jours. Le résultat, vous connaissez, c'est que la Bretagne est dans un état de chaos écologique qui ne dit pas son nom, mais qui est réel, qui est absolument réel. C'est vraiment d'une catastrophe écologique qu'il faut parler. Il y a 280 000 km de talus boisés qui ont été rasés. Le remembrement a transformé radicalement cette région. L'élevage industriel a concentré dans ce coin des millions et des millions et des millions de porcs, de bovins. La volaille, n'en parlons pas, c'est tout à fait extraordinaire. L'eau au robinet, très majoritairement en Bretagne, ne peut plus être bue de façon saine, de façon simple. L'eau du robinet que dans ma jeunesse on considérait comme vraiment une bénédiction et qui était l'eau potable et donc qui nous paraissait être vraiment un cadeau du ciel, ça n'existe plus en Bretagne. Et ça, c'est le résultat direct d'une politique qui a été décidée il y a environ 50 ans par des responsables français. Alors, à partir de quel moment toute cette aventure, car ça a été une aventure, je le répète, qui a conduit à l'élimination de millions de paysans. Et quand on y réfléchit calmement, et je vous demande, moi, d'y réfléchir calmement, les paysans ont disparu par millions, c'est-à-dire, même si c'est pas tout à fait juste ce que je vais vous dire, l'image me paraît coller un peu, pas mal à la réalité. On a chassé de leurs terres des paysans, on les a chassés au nom de la productivité, au nom du remembrement, au nom de l'efficacité économique, on les a chassés. La plupart, comme ils étaient assez âgés, sont allés dans des maisons de retraite, certes, mais à l'arrivée, quoi, les banlieues des grandes villes sont remplies de gens vivant dans les conditions que vous savez. La plupart d'entre eux sont aujourd'hui au chômage, et donc on a créé quelque chose qui est complètement dingue. Il y a aujourd'hui 15
environ 15 000 villages et bourgs qui sont complètement désertifiés, qui pleurnichent à juste titre, bien entendu, pour conserver qui a un bureau de poste, qui a un service public quelconque. Mais en fait, la France est maintenant divisée entre ces 15 000 bourgs et villages, des villes moyennes qui se demandent comment survivre à la fin des commerces dans les centres-villes parce que les élus, Dieu sait, ont accordé des autorisations d'ouverture d'hypermarchés aux périphéries. Donc les villes moyennes, et puis quelques villes importantes qui sont reliées à d'autres villes importantes par des lignes TGV ou des autoroutes. La France est devenue, on peut parler d'une révolution totale des paysages et avec des conséquences qui sont majeures sur la France. Comment tout ça a changé? C'est-à-dire à partir de quel moment on peut estimer honnêtement que toute cette aventure a viré à la plus totale mauvaise foi? Il y a des dates qui sont très très importantes. Si vous voulez, pendant 20 ans, c'était tranquille. On disait le DDT, toutes les trouvailles chimiques étaient considérées comme des merveilles. Personne ne s'opposait à ce mouvement. Tout le monde trouvait ça merveilleux. Comment entasser les animaux par 100, par 150, par 2000, c'était pas un problème. Personne ne s'en souciait. Et puis un jour arrive dans le paysage, on est en 1962, il y a une Américaine qui s'appelle Rachel Carson, qui est un très grand personnage à mes yeux. Rachel Carson, elle publie un livre aux États-Unis qui s'appelle Silent Spring. Ça a été traduit en français sous le titre de Printemps silencieux. Qu'est-ce qu'elle raconte, Rachel Carson? Elle raconte que le DDT notamment et d'autres molécules chimiques ont créé du désert au sens que ces produits ont tué le vivant, ont tué une quantité fantastique d'organismes vivants en étant épandus sans aucune restriction dans un certain nombre d'États américains. Et elle documente de manière absolument prodigieuse le fait qu'on a épandu des poisons chimiques redoutables sans faire attention aux États-Unis. Alors là, c'est un coup de tonnerre, mais absolument incroyable. Monsanto, que je ne présente plus, Monsanto, cette firme transnationale américaine, voyant l'impact du livre de Rachel Carson, se lance dans une campagne de propagande contre elle extraordinaire, mais vous imaginez même pas le niveau de violence utilisé par tous les communicants de Monsanto. Il y a des BD, il y a des livres, il y a des trucs à la télévision, à la radio, etc. On traite Rachel Carson d'agent du KGB, on dit qu'elle est lesbienne, vous voyez, à l'époque c'était une très grave injure, etc., etc. Eh bien, ce Roger Himes donne une préface au livre de Rachel Carson, traduit en français, Printemps silencieux, et dans ce livre, il est d'une violence contre l'industrie chimique, mais qu'on n'imagine pas. Il traite les industriels de la chimie, il les traite d'assassins, d'assassinats. Il dit explicitement dans sa préface, cet homme important de l'époque, qu'on met en prison des gens pour des vols secondaires, et qu'on ne s'attaque pas à ces gens-là qui sont bien pires que tous les assassins réunis de la Terre. C'est d'une violence extraordinaire. Donc cette date est pour moi une date marquante parce que voilà un livre qui enfin, après 20 ans pendant lesquels tout le monde a baigné dans l'euphorie, c'est un livre qui grosso modo dit la vérité. Alors là, changement de programme, vous imaginez bien que l'industrie qui est devenue très puissante, il n'est pas question, bien sûr, en théorie, on pourrait se dire, l'industrie va repousser chemin, va se poser des questions, va être sympathique, va ouvrir une discussion avec Rachel Carson, va se demander si finalement elle ne répand pas des produits chimiques dangereux partout sur la planète. Mais évidemment, c'est un peu croire au Père Noël. L'industrie est devenue très puissante et elle bascule d'un seul coup, d'un seul, dans la mauvaise foi la plus totale. On est en 63, 64, Rachel Carson, y compris en France, est traînée dans la boue. Et là, l'industrie se donne des moyens de désinformation, de mensonges éhontés, organisés contre la vérité. Des mensonges vraiment pour éviter que la vérité sur les pesticides notamment et sur l'élevage industriel ne puisse se répandre dans la société. Il y a un exemple qui est bien connu, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est un congrès qui se déroule en France, à Paris en 1970. C'est un congrès dit de phytopharmacie. À l'époque, phytopharmacie, ça veut dire pesticide, il faut le savoir, on a besoin d'un traducteur, mais quand on dit phytopharmacie en 1970, on veut dire pesticide. Donc il y a un congrès qui est complètement bidonné, un congrès scientifique, qui est ouvert par un concert de la garde républicaine, ouverture par le ministre de l'Agriculture de l'époque qui s'appelle Jacques Duhamel, qui est ministre de l'Agriculture de Pompidou, si je ne m'abuse, de Georges Pompidou. Donc c'est un congrès, tout ce qu'il y a d'officiel, et
Et ce congrès officiel est là pour répondre, un, au livre de Rachel Carson, et deux, un congrès scientifique, on va dire honnête, qui s'est déroulé à Stockholm, en Suède, en 1969, donc l'année d'avant. Et c'est un congrès truqué de la première à la dernière minute. Les clés de ce congrès ont été confiées, je le sais pour avoir travaillé sur le sujet, les clés de ce congrès truqué ont été confiées à un homme qui s'appelle Marcel Valta, qui est l'homme qui a conseillé l'industrie de l'amiante et qui a permis à l'industrie de l'amiante, dont on savait à l'époque bien entendu qu'elle était incroyablement dangereuse pour les travailleurs exposés, qui a permis à l'industrie de l'amiante de durer jusqu'en 1997. On est quand même en 1970, donc ils ont gagné 27 ans, notamment grâce à Marcel Valta, qui est un désinformateur, on va dire professionnel, et qui met son savoir-faire, qui est grand, au service de l'industrie chimique, pour truander, il n'y a pas d'autre mot, ce congrès scientifique qui conclut, bien entendu, qu'il n'y a aucun problème pour l'usage des pesticides, il n'y a rien circuler, il n'y a rien à voir. Et donc là, on entre dans une autre époque, si vous voulez, vraiment de mensonges très organisés, parce que l'industrie est sur la défensive, elle l'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que l'industrie, cette industrie, qu'elle soit l'industrie de l'élevage industriel, l'industrie de la viande, j'ai pu m'en rendre compte, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, j'ai écrit un bouquin Bidoche, je me suis rendu compte, j'ai pas le temps de tout vous détailler, mais c'est impressionnant à quel point c'est professionnel, c'est-à-dire à quel point vous vous heurtez à des gens qui professionnellement sont des menteurs. C'est vraiment, de voir ça de près, c'est très impressionnant. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui, tout simplement parce que les enjeux sont colossaux. Vous imaginez bien, on parle de milliards, de dizaines, de centaines de milliards d'euros. Et quand il y a des enjeux pareils en termes de chiffre d'affaires, évidemment, il n'est plus question de plaisanter, il n'est plus question de serrer la main de vos adversaires, il est question de mordre, de saisir au col et de mordre jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est vraiment ce qui se produit, je vous assure que c'est la vérité. Alors, c'est un tableau, ça perdure, très grossièrement, tout ce que je vous ai raconté là, dans les grandes lignes, ça perdure, très grossièrement résumé. L'INRA continue à jouer ce rôle. Bien sûr, il y a des chercheurs de l'INRA qui sont des gens formidables, je reconnais. Il ne s'agit pas de dire que tous les chercheurs de l'INRA sont des gens honnêtes, mais la structure INRA joue un rôle profondément néfaste de soutien technique et presque idéologique à l'univers de l'élevage et de l'agriculture industrielle. Donc il y a des structures qui perdurent. Le ministère de l'Agriculture est en cheville, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, ça fait un peu malfrat, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Le ministère de l'Agriculture, ses services principaux, la Direction Générale de l'Alimentation, sont en cheville à un point que vous n'imaginez pas avec l'industrie chimique, avec l'industrie de l'élevage, avec le principal syndicat qui est la FNSEA. Deux mots sur la FNSEA parce que c'est tellement gigantesque. Là, il faut comprendre que la FNSEA, c'est pas un syndicat au sens où la plupart d'entre vous l'entendent, c'est un syndicat qui a participé dans la clarté, dans la conscience, à la disparition de millions de ses membres. La FNSEA était censée représenter la profession paysanne, mais la FNSEA a été associée dans le détail, dans un système qu'on appelle la cogestion, à la totalité des décisions importantes qui ont été prises par le pouvoir politique, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture, depuis grosso modo 1950. C'est-à-dire depuis 60 ans, et même plus que 60 ans, bientôt 70 ans, la FNSEA est associée aux décisions qui sont prises. Tout ce qui est fait se fait en accord profond, fondamental avec la FNSEA. Et comme si cela ne suffisait pas, jusqu'en 2010, la FNSEA était présidée par un éleveur. C'était une tradition dans la FNSEA. On faisait confiance à un éleveur, si possible adossé à la polyculture, donc un peu, ça renvoyait à l'image de paysans un peu d'antan qui produisaient dans leurs fermes donc du blé, du maïs, que sais-je, et puis qui avait par ailleurs un élevage associé. En 2010, il s'est passé un phénomène qu'on peut appeler un putsch, un coup d'État pratiquement dans le syndicat paysan, parce que pour la première fois, à la suite d'un vote dont on m'a dit plein de choses que je ne peux pas vous dire là parce que bon, ça, je veux dire, c'est pas des choses que je peux prouver, mais disons que le vote, on va dire pour être gentil, le vote de 2010 a été très fortement contesté. Au total, le vote au conseil d'administration pour désigner le président de la FNSEA en 2010 a donné 36 voix à M. Xavier Belin, qui est le président actuel de la FNSEA, et 31 voix à son concurrent. Xavier Belin, c'est une rupture radicale
dans l'histoire du syndicalisme avec des guillemets, pardonnez-moi, paysan. Parce que Xavier Belin, c'est un industriel. C'est-à-dire, comment dire, on peut dire que le cercle se referme sur cette histoire sinistre, à mon avis sinistre. Xavier Belin, c'est un homme qui est à la fois un gros céréalier, il est dans une toute autre logique, il est dans une logique d'exportation, il est dans une logique de marché, il est dans une logique de gros engins, il est dans une logique de pesticides et d'engrais à tout va, parce qu'il a une grosse surface en céréales qui fait de lui un agro-businessman. C'est pas du tout un paysan au centre, on a entendu ce mot pendant si longtemps. C'est un agro-businessman d'un côté, mais de l'autre côté, il est patron en titre, il est PDG d'une holding agro-industrielle qui s'appelle Avril, qui s'appelait jadis, il y a encore 2 ans, Sophie Protéol. Et Sophie Protéol, imaginez-vous que c'est 3500 salariés et c'est presque 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc c'est une énorme structure industrielle. Et quand Xavier Belin prétend parler au nom des paysans français, de ce qu'il en reste, mais c'est une fumisterie, c'est une supercherie totale. Parce qu'évidemment, il représente les intérêts de l'agro-industrie, notamment l'exportation et disons la lutte dans le cadre de la mondialisation, mais il est certain à 100% qu'il n'a que faire des petits paysans, que faire des paysans bio, que faire des éleveurs. Il n'en a rien à faire parce qu'il se situe dans un autre monde que celui-là. L'un de ses prédécesseurs, que vous avez dû croiser, en tout cas que vous avez dû voir à la télévision comme moi, s'appelait Luc Guyot. Luc Guyot, c'était un éleveur de Vendée avec un bouc, pour ceux qui s'en souviennent. Et Luc Guyot, c'est un homme qui a été éleveur, évidemment, mais bon, beaucoup d'entre eux ont fait des carrières politiques, essentiellement à ce qu'est l'UMP actuellement, ou dans différents partis du même genre avant. Mais Luc Guyot, figurez-vous qu'en 2009, et là donc on remonte un petit peu avant Belin, excusez-moi, je reviens en arrière une seconde, mais Luc Guyot, il a été nommé président du conseil d'administration de la FAO, c'est-à-dire la grande agence mondiale de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, grâce au soutien tout à fait militant du président de l'époque qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Il a été nommé président du conseil d'administration de la FAO. Et si je vous dis ça, c'est pas seulement pour l'anecdote, c'est parce qu'il faut comprendre que ce processus de l'industrialisation en France, c'est un processus mondial qui s'est déroulé sous la direction, avec le plein appui technique et financier de cette grande agence mondiale qui est la FAO. D'abord, la situation a changé en France. C'est-à-dire qu'on a assisté à une révolution alimentaire depuis 20 ans, on peut dire 30 ans, peut-être, peu importe, 20 ans. Il y a une révolution alimentaire qui a conduit et qui conduit des millions un certain nombre parmi vous, à des millions de Français à consommer des produits d'une autre nature, des produits biologiques, donc qui ne contiennent pas a priori d'engrais et de pesticides de synthèse. Et j'ai regardé les chiffres avant-hier, je crois, de l'agence Bio, qui est une agence officielle qui tient un peu les comptes de l'agriculture biologique en France. En 2005, c'est il y a un peu plus que 10 ans, il y avait à peu près 44% des interrogés, ils font des sondages chaque année, 44% des sondés qui déclaraient avoir consommé au moins un produit bio au cours des 4 semaines précédant l'enquête. Aujourd'hui, en 2015, janvier 2015, c'est 88%, c'est-à-dire carrément le double. Et ça signifie quoi? Bien sûr, tout le monde ne se nourrit pas de produits bio, il y a tous les problèmes que vous connaissez comme moi, que je connais fort bien, de coûts, de tout ce que vous voudrez. Néanmoins, il s'est passé quelque chose de fulgurant à l'échelle, parce que c'est très rare dans une existence humaine que des changements aussi majeurs concernant l'alimentation se produisent sous nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène massif qui touche des millions de gens et qui pousse des millions de gens à refuser toujours plus des produits alimentaires d'origine industrielle parce qu'ils savent à quoi s'en tenir. Ils savent que la viande contient des antibiotiques, des résidus chimiques de toutes sortes. Ils savent que les fruits, les légumes, le pain contiennent des résidus de pesticides qui sont potentiellement dangereux pour la santé. Tout le monde finit par le savoir. Et donc, la société a changé, elle a changé, et je trouve qu'il y a une base pour un changement général grâce à ce changement dans la société, dans les habitudes alimentaires. Reste que les paysans qui nous restent, disons les exploitants agricoles qui nous restent, eux, à mon sens, en tout cas, ils doivent changer. Il faut, selon moi, leur montrer, leur démontrer qu'ils ont intérêt à changer. Et je pense que ça pourrait prendre la forme
écoutez, c'est une affaire compliquée, donc je vais résumer à grands traits, vous me pardonnerez. C'est une idée. Hein, elle est à discuter, c'est pas une idée gravée dans le marbre, Dieu sait. Mais moi, je pense qu'on pourrait rêver ensemble d'un pacte national, d'un grand pacte national qui engagerait la société française et qui se tournerait vers les paysans qui restent, nos 500 000 exploitants agricoles, et qui, grosso modo, leur dirait quoi? Leur dirait, il faut sortir de l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, c'est une gigantesque impasse. Ça a tué les paysans, ça a tué les sols, parce que ça réduit considérablement la fertilité des sols agricoles, ça a tué les nappes phréatiques et les rivières, ça maltraite de façon épouvantable les animaux, et en plus, ça ne satisfait plus les besoins et les goûts alimentaires de la population. Donc, c'est un système un peu diabolique et qui, de toute façon, est dans une impasse historique. Vous avez intérêt à changer, et nous, on a intérêt à ce que vous changiez. Nous, société, on a intérêt à ce que vous changiez. Ce qu'on vous propose, c'est une sortie programmée, négociée sur 20 ou 25 ans. C'est long, 20 ou 25 ans, mais moi, je crois que c'est une durée raisonnable. Parce qu'il s'agit, selon moi, de mettre dans la boucle, de mettre en mouvement, de mettre en dynamique les paysans, nos paysans tels qu'ils sont, y compris ceux qui marchent encore dans l'agriculture industrielle, dans les emprunts à crédit agricole, dans les gros tracteurs, dans l'usage de pesticides. Si on laisse de côté quelques irréductibles qui, de toute façon, n'entreront jamais raison, je pense qu'on peut forger un propos nouveau qui consisterait à leur dire à ces gens-là, bon, en 20 ou 25 ans, on va établir ensemble une sorte de cahier des charges. Il ne s'agit pas pour vous de vous transformer en agriculteur bio, parce que ça, c'est un doux rêve. Bien sûr, c'est mon rêve, mais ça n'est pas réalisable. Il y a trop d'obstacles. On vous prend comme vous êtes, où vous êtes, comme vous êtes, et en échange, voilà, nous on va vous donner quoi? Vous donnez fondamentalement deux choses. La société s'engage à acheter vos produits sur 20 ans, sur 25 ans, donc votre avenir professionnel est assuré, éventuellement le départ dans la vie professionnelle de vos enfants. Première chose. Deuxième chose, on vous donne une considération nouvelle dans la société, parce que moi je pense que c'est un des drames de nos exploitants agricoles, c'est qu'ils sont considérés comme des gens épouvantables, désormais, des pollueurs, des gens sans foi ni loi, et à qui on ne peut plus faire confiance, même pas pour manger, par ceux qui sont en âge d'avoir des enfants qui vont à l'école. Vous imaginez le sort de leurs enfants, c'est pas très enviable. Donc on vous donne l'assurance d'un avenir professionnel, on vous garantit une nouvelle considération de la société, en échange de quoi on se met d'accord sur un cahier des charges, qui n'est pas un cahier des charges fou, qui dit dans 2 ans tout le monde est à la bio, non, qui sur 20 ou 25 ans sort progressivement, par étapes, du modèle industriel, limite, mais vraiment limite fortement avec des dates clés où on peut faire un bilan de ce qui se passe, l'usage des pesticides, qui permettent de redonner à l'alimentation en France une partie de la qualité qui était la sienne auparavant. Et moi, je crois que si un truc comme ça pouvait être imaginé et réalisé, je crois que ça donnerait de l'énergie, de la confiance et de la joie et de l'espoir à la société française, dont je crois personnellement qu'elle meurt notamment d'être complètement enfermée dans l'angoisse du lendemain, qui semble impossible, incapable d'imaginer un avenir commun. Je pense que ce genre d'idée, cette idée-là peut-être, mais d'autres éventuellement, sont susceptibles de redonner la pêche, de redonner une énergie collective sans laquelle on n'est rien, du tout. Et moi, je crois qu'il est temps, vraiment temps de relever la tête, c'est-à-dire d'arrêter de se plaindre. Bien sûr que je m'en plains, je suis le premier à m'en plaindre, mais d'arrêter de se plaindre qu'il existe des pesticides partout, qu'on enferme les vaches et les cochons dans des endroits impossibles, insupportables, absolument inqualifiables. Mais je crois qu'il est temps de donner une perspective qui nous unisse, qui nous donne un peu de joie de vivre et d'espérance dans le temps qui vient. Parce que sinon, je dois vous dire sincèrement que je ne sais pas où on va, mais on y va droit, quoi. Voilà mon sentiment en quelques mots, et ce que je souhaite ardemment, c'est qu'on puisse discuter un petit peu, vous et moi. Voilà, merci à vous.